Lorsque vous allez le rencontrer, vous engagerez-vous à accorder un nouveau financement à l'Ukraine? Zelensky est-il élu au Congrès? Est-il notre président? Je ne pense pas devoir m'engager à quoi que ce soit. J'ai des questions à lui poser. Quel est le plan de victoire? Je pense que les Américains veulent savoir. Écoutez, que la Russie les envahisse est une erreur, une atrocité, et nous voulons nous assurer qu'elle cesse. J'ai également toujours dit depuis le début que quel que soit le problème, je veux qu'on rende compte aux contribuables qui travaillent dur, qui consacrent leur argent, et je veux un plan de victoire. Donc non, j'écouterai le peuple américain, je suivrai ce qui se passe au Congrès, mais j'aurai des questions à poser au président Zelensky. Alain Bauer, on est quand même frappé du ton. Encore une fois, il ne représente pas toute la classe politique. Enfin, il préside comme la Chambre des représentants. Enfin, son problème, c'est de faire la guerre à ses propres élus. C'est-à-dire qu'il a une résistance intérieure des ultra, on ne sait même plus comment les qualifier d'ailleurs. Et donc, ceux-ci lui font une vie impossible et il fait un grand écart. Et c'est très violent pour les adducteurs, parce que McCarthy est plutôt normalement constitué, mais il est obligé, il a cédé tellement pour être élu à sa toute petite majorité d'ultra-républicains qu'il ne sait plus comment s'en sortir, ni sur le budget, ni sur la nomination des cadres supérieurs de l'armée américaine qui est bloquée par un seul petit sénateur qui a un tropisme sur les déplacements médicaux du personnel militaire. Mais pardon Alain Bauer, est-ce qu'il existe, on l'a entendu de la bouche de certains commentateurs, l'arrière-pensée qu'il y a un autre front, qui est le front asiatique, et que les Américains ne peuvent pas s'engager à 100%. C'est pas une arrière-pensée, c'est une pensée. Le président des chefs d'état-major, qui va changer d'ailleurs dans quelques semaines, explique lui-même que les États-Unis doivent se préparer à plusieurs fronts et plusieurs guerres. Et d'ailleurs, le modèle d'engagement de l'armée américaine a toujours été 2 fronts, pas 3. Donc 2 fronts, ça correspond à Taïwan et l'Indo-Pacifique, et éventuellement ce qui se passe en Europe, qui était inattendu. C'est pas là où ils avaient prévu que ça puisse se passer, mais puisque ça se passe là, voilà. Et vous notez un retrait assez généralisé sur la zone sahélo-sahélienne, sur l'Afrique, etc., qui est devenu le parent pauvre de la posture des États-Unis, y compris dans le repli d'un certain nombre de bases américaines en Afrique, qui étaient essentielles, par exemple, à la lutte anti-djihadiste. S'y ajoute un certain nombre de divisions dans le camp occidental. Au premier chef, évidemment, la division entre les Polonais et les Ukrainiens. Le ton est monté. On a l'impression que ça allait mieux. Ça ne va pas vraiment mieux quand on lit la déclaration du Premier ministre polonais. Morawiecki, on va la lire. Elle date d'il y a quelques heures, où il s'en prend très directement au président Zelensky et à la fameuse déclaration de Zelensky à la tribune à l'ONU disant, sous-entendant que la Pologne jouait double jeu, etc. Il a été visiblement très froissé de ça. Je peux dire au président Zelensky de ne plus jamais insulter les Polonais, comme il l'a fait récemment lors de son discours à l'ONU. Les Polonais ne leur permettront jamais, dit Morawiecki. Défendre la réputation polonaise n'est pas seulement mon devoir et mon honneur, c'est aussi la tâche la plus importante du gouvernement de la République de Pologne. Alors, il était en campagne électorale, je crois qu'il y a des élections le 15 octobre, quelque chose comme ça, mais enfin, quand même, ils étaient alliés indéfectibles. C'est-à-dire que c'est comme Kevin McCarthy, son problème il est intérieur et pas extérieur. De toute façon, la Pologne n'a plus rien à livrer à l'Ukraine. Tout ce qui devait être livré a été livré, il n'y a plus rien. Ce qui reste, c'est le matériel moderne qui vient remplacer le matériel livré à l'Ukraine. Ils ont un conflit important sur les céréales avec 2 autres pays de l'Union européenne d'ailleurs, qui pèsent énormément sur le score électoral dans l'espace rural polonais, qui est un élément structurant du parti au pouvoir. Il y a un passif plus dur que ça. Écoutons cette séquence parce qu'elle est quand même très frappante. C'est le président Duda, lui aussi à New York, enfin lui est à New York, le président polonais, le Premier ministre est à Varsovie, qui parle avec une dureté, avec un mépris. Le mépris est réciproque d'ailleurs. Zelensky aussi a été très dur, mais ce qui n'empêche pas que la lutte contre la Russie les rassemblera à la fin. Mais enfin, un mépris terrible quand il compare les Ukrainiens à un noyé qui s'accroche. Écoutez le président Duda. En fait, c'est comme si nous avions affaire à une personne qui se noie. Qui a déjà secouru une personne en train de se noyer sait pertinemment que c'est dangereux. Parce qu'elle peut vous entraîner dans les profondeurs. Une personne qui se noie a une force inimaginable, décuplée par la peur, par l'adrénaline. Et elle peut tout simplement noyer la personne qui est en train de la sauver. On dit même qu'une personne qui se noie s'accroche désespérément à tout ce qu'elle peut. Et c'est exactement le cas. C'est un peu la situation qui existe aujourd'hui entre la Pologne et l'Ukraine. Est-il nécessaire dans cette situation de se protéger de cette personne qui se noie? Nous devons agir
et réfléchir à ne pas nous blesser. Parce que si la personne qui se noie nous blesse et nous noie à son tour, elle ne recevra de fait aucune aide. Alain Bauer. C'est le problème des États, comme le disait le général de Gaulle, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et la Pologne a son propre intérêt, celui d'être le fer de lance autoproclamé de la défense de l'Union européenne et de l'Occident contre la Russie. Et des Américains. Parce que là, c'est pas autoproclamé. Ils sont les chouchous des Américains. Oui, ils sont des chouchous. D'ailleurs, l'ambassadeur américain à Varsovie est le fils Brzezinski. Donc, ça rappelle des souvenirs de ce qu'a été d'ailleurs la construction la reconstruction de l'Alliance Atlantique vers l'Est après 10 années où elle a effectivement attendu que la Russie se reconstruise, et en fait elle s'est auto-dissoute durant cette période. Donc oui, il y a des tensions, elles sont nombreuses, parce qu'il y a des tas d'intérêts, surtout que la guerre dure. Ce qui se dit hors micro, je peux en témoigner, je l'ai entendu de mes oreilles, un certain nombre de diplomates ukrainiens sur les Polonais et vice-versa, les Polonais disant l'Ukraine est extrêmement corrompue, de l'argent allemand a circulé. En sens inverse, les Ukrainiens disant les Polonais ont ce vieux rêve impérial. Il fut un temps où la Pologne avait aussi des ambitions. Ben bien sûr, puisque l'histoire de la construction de l'Ukraine, c'est des morceaux de Lituanie, de Pologne catholique et d'un espace orthodoxe. Donc l'histoire ne se dissout pas parce que la modernité est arrivée et que la globalisation devait être heureuse. Non, non, il y a, comme dans toute coalition, des intérêts cachés et des intérêts annoncés. On se rappelle très bien la relation extrêmement difficile entre le général de Gaulle et le président Roosevelt sur ce que devait être la France libérée, comme tutorat américain avec un franc-dollar ou comme un pays qui retrouvait sa souveraineté. Donc il n'y a pas de nouveauté. Ce qui est plus ennuyeux, c'est l'arrivée des élections au milieu. Et puis la Pologne est en train de gérer un trafic de visas européens qui n'a pas facilité non plus l'état de fébrilité du gouvernement polonais. Donc ces élections expliquent beaucoup de choses. Mais vous avez raison, l'arrière-fond est un arrière-fond qui ne peut pas disparaître. Quand l'ex-Yougoslavie a explosé, quelqu'un a ouvert un congélateur de toutes les rancœurs des peuples de l'Europe, et au bout d'un moment, quand tout a fondu, tout remonte à la surface, y compris des désaccords historiques, des vieilles revendications et des sujets aussi compliqués que pourrait être la situation de l'Irlande. La question allemande, ce qui a le plus peut-être ulcéré les Polonais, c'est les quelques propos qu'on va entendre maintenant de Volodymyr Zelensky disant à la tribune des Nations Unies il faudrait maintenant réformer les membres permanents du Conseil de sécurité. Il pense évidemment écarter le veto russe, mais pas seulement. Il parle de donner à l'Allemagne un siège permanent. Voilà, vieille affaire, n'est-ce pas? Il faut rappeler qu'Olaf Scholz avait déjà cette revendication à l'époque, c'était en 2018. Écoutez comment le président Zelensky le formule. Je vous encourage à élargir la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir refléter les enjeux qui sont les nôtres. Il est donc très important de tenir compte des changements en Europe, notamment du fait que l'Allemagne est devenue le fleuron de la sécurité européenne. Ça, pour un Polonais, il y a plein de choses que les Polonais peuvent supporter, mais alors dire que l'Allemagne, qui pour eux évidemment est encore le coupable de la guerre, devienne maintenant parmi les vainqueurs de 1945, c'est inimaginable. Ah, c'est sûr que dans la série Provocation et Irritation, le président Zelensky, mais qui n'en est pas à son coup d'essai, il lui est arrivé 2-3 fois d'envoyer des piques plus ou moins puissantes. Pourquoi dit-il ça? Vous me disiez, il n'est pas impossible qu'il y ait eu effectivement un deal. Quel deal? Non, mais je pense que le fait d'entraîner l'Allemagne dans la livraison d'un grand nombre d'équipements, notamment des blindés, des Léopard 2, car non seulement il fallait livrer les siens, mais elle avait le droit d'autoriser les autres, nécessite évidemment d'avoir des contreparties ou des compensations. Elles ne sont pas financières, contrairement à ce que tout le monde raconte, puisque ce n'est pas une question d'argent dans cette affaire, mais évidemment, il faut donner des signaux de soutien et d'amitié. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps, à la même question posée par l'Allemagne d'un siège au Conseil de sécurité, la réponse de la France n'avait pas été non, mais un siège pour l'Union européenne, un siège tournant. Évidemment. Pardon, précisez bien. Vous voulez dire qu'il y a un lien direct entre le fait que l'Ukraine dise cela et le fait que les Allemands aient donné les Léopards? Je ne sais pas, mais je pense que quand on fait ce geste pour l'Allemagne, d'entrer dans un processus d'être
partie au conflit par la livraison d'équipements qui sont essentiels, là, ceux-là, vu le nombre, la capacité, la quantité et le fait qu'elle contrôlait la livraison de ses propres léopards, mais de ceux d'un certain nombre d'autres pays, est un élément qui doit être pris en considération. Et donc, rien n'est vraiment jamais surprenant. Ça veut dire et le président, il y a eu un peu de troc. L'Allemagne a dû dire il serait quand même souhaitable que nous ayons des signaux positifs de la réponse à notre engagement qui ne s'est pas limité à l'envoi initial de quelques casques pour se protéger des bombardements. Il faut voir d'où vient l'Allemagne dans cette affaire. Et ce n'est pas uniquement la pression. La coalition allemande est extrêmement tiraillée avec les limites de l'exercice. Par ailleurs, le pays est dans une situation économique compliquée. Vous avez vu le Spiegel dont vous avez vous-même parlé sur le fait que la France était l'Allemagne en mieux. Donc c'est un peu curieux d'être dans une situation aussi compliquée.